Bonjour tout le monde. Donc j'ai la petite tâche d'ouvrir le colloque à la demande justement de notre nouvelle présidente qui m'a demandé de présenter autrement un court texte que j'avais pu déjà élaborer dans un ouvrage collectif autour de art-thérapie et maison de retraite. Et je me retrouve finalement ce matin à créer l'encoche matinale de ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la rencontre entre art-thérapie et gérontologie. Deux univers qui ne sont pas sans convoquer des images, des souvenirs et des devenirs. Un regard lointain, un geste peu rassuré, une voix qui s'efface, les proches sont des inconnus passagers. La conjugaison des temps s'invite dans la confusion des sens. Souffrir d'un souvenir qui hante, percute le présent, comme si la boucle se terminait sur les visages d'un passé composé, décomposé, recomposé. Les rôles sont changés. Celui qui prend soin devient celui dont on prend soin. Et ce n'est pas sans douleur, comme une intolérable cruauté, que de voir ceux qui un jour nous ont portés se glisser lentement dans les oublis jusqu'à nous oublier. S'oublier peut-être. Le regard dans le vide, mais quel vide? Un vide subjectif, où nous cherchons des lueurs de reconnaissance, un vide singulier, où l'être s'absente de l'autre pour rentrer en lui. Mystère insondable, où le diagnostic posé fait semblant de rassurer, mais offre cette possible explication, excuse de la mémoire, à tout ce qui surgit. Parce que c'est de mémoire dont il s'agit. Cette mémoire qui nous joue des tours, se dérobe, se fane, s'évapore dans d'autres réminiscences. Souvenirs de temps absorbés, refoulés. Le geste engourdi, parfois tremblant, parfois autoritaire comme un caprice, sursaut de vie qui se réveille, se rebelle dans une lucidité, éclair de rage comme l'enfant qui veut se débrouiller seul. La jeunesse est encouragée, la vieillesse est tourmentée. Les voix sont des tumultes, heurtent la raison, parasitent les discussions. De la fatigue à l'énervement, les questions sont ouvertes et les peurs soulignées. La douleur des proches, à l'aube de l'absence, s'amplifie comme un point d'interrogation, sans question ni réponse. Personnellement, ce qui m'intéressait de partager avec vous sont de possibles sillons à défricher, des ouvertures, afin de laisser place par la suite à celles et ceux qui ont fait le choix d'élaborer des souvenirs cliniques, brodant ainsi de possibles espaces poétiques, là où l'être est accueilli sans se soucier d'une précision chirurgicale de la mémoire. Mais finalement, quelle mémoire s'agite en nous? Avec Freud, une mémoire qui serait propre à l'inconscient, où le refoulé apparaît dans le symptôme. Il serait alors question de deux mémoires, une acquise, liée aux expériences demeurées conscientes et qui s'usent avec le temps, une mémoire freudienne, où ce qui est retrouvé n'a pas subi le dommage du temps qui passe, aussi actuelle que lors de sa première inscription. Une mémoire de l'oubli alors. Ce qui est inscrit demeure inaccessible, inconscient, mais ne cesse de revenir. Il semble important de ne pas enfermer la mémoire du côté d'une aptitude à se souvenir, afin de laisser place justement au souvenir, ou plutôt à ce qui se rappelle à travers nos rêves, par l'intermédiaire du transfert et dans nos symptômes. En référence à Gori au sujet de Freud, la mémoire est ce qui s'inscrit en traces mnésiques, et les souvenirs, selon Freud, sont comme des restes, des résidus. Il est alors question d'un fond traumatique où s'inscrivent écho, terreur, impression. Finalement, le souvenir trahit la mémoire, et la mémoire ressurgit par déplacement. Un certain savoir est glissé du côté de l'inconscient, un savoir ignoré et pourtant déjà là. Les souvenirs seraient alors une fantaisie de la conscience. Le souvenir visuel fait obstacle et le mot fait défaut. L'image serait comme un voile pour que la mémoire se révèle ailleurs. Le trou de mémoire serait une manière de combiner souvenir et oubli. Il viendrait comme un masque sur le mystère de l'être pour laisser place à ce qui veut bien surgir. Est-ce que perdre la mémoire n'est pas signe finalement d'une possible reconstruction des souvenirs,
ceux laissés comme un oubli dérangé. Cela fait trou, mais ce trou existe quand on est en train de se dire. Quoi de plus cruel alors que de forcer ce trou? Cela n'est pas sans faire écho avec la disparition d'êtres chers qui laisse place à des souvenirs comme pour combler le trou laissé par l'absence. Le refoulé ressurgit. Une mémoire peut être chaotique, ballottée par les obstacles, par le doute qui s'installe et qui va laisser place à l'oubli ou au faux souvenir. Le doute laisse place à autre chose, comme une métamorphose possible qui œuvre à la construction de son histoire. Douter alors de ce qui attend, et faute de pouvoir raconter l'approche de la mort, il y a oubli. Faute de pouvoir déplacer et investir de nouveaux objets, il y aurait comme un recul qui serait un refuge face au vertige. La pensée est libre de vagabonder à la lumière des souvenirs, là où le temps défie l'horloge, là où l'art-thérapeute accueille un possible ravissement, sachant ménager l'image et s'écarter du reflet encombrant, tant il peut dénoter, écorcher, à l'heure où les souvenirs surgissent, comme par métamorphose invisible du corps. Ouvrir une fenêtre singulière où le sujet, entendu dans sa subjectivité, peut à sa manière reconstruire son histoire, laisser être finalement ce qui n'a pu exister. Chercher l'humain dans les artifices d'un passé recomposé, c'est finalement dénaturer la vie telle qu'elle se présente, là où un morcellement semble à nouveau exister entre l'être parlé au présent et l'être parlant son présent. Les souvenirs semblent être ce qui nous constitue comme une matière première, une matière vivante, qui sans cesse se transforme comme pris entre un événement et une zone impensable, comme si le souvenir ne cessait de ne pas s'écrire, comme si la mémoire devenait écriture de l'oubli. Des trouvailles où l'ancien cache le récent, en se référant au souvenir écran de Freud, et je le cite, « Nos souvenirs d'enfance nous montrent les premières années de notre vie, non comme elles étaient, mais comme elles sont apparues à des époques ultérieures d'évocation. Les souvenirs d'enfance n'ont pas émergé, comme on a coutume de le dire, à ces époques d'évocation, mais c'est alors qu'ils ont été formés, et toute une série de motifs, dont la vérité historique est le dernier des soucis, ont influencé cette formation aussi bien que le choix des souvenirs. » Le sujet est donc divisé dans l'acte de se remémorer. Il me semble alors que l'art-thérapeute accueille cette division sans forcer la mémoire, afin de laisser place à la vie telle qu'elle se présente, sans se soucier de l'âge, laisser place à une jouissance interdite, ouvrant la voie peut-être aux différents stades qui nous constituent avant d'avoir à assumer la castration, ou plus exactement, avant peut-être cette question du savoir de la castration maternelle. Toujours en me référant à Freud, la maladie serait un ratage de l'oubli. Il me semble qu'on peut faire un lien avec un ratage de l'oubli comme cicatrice ouverte. Je cite Lacan. Entre le symbolique, l'imaginaire et le réel, si nous concevons l'idée que l'espace implique le temps, nous pourrons comprendre que le temps n'est rien d'autre qu'une succession d'instants de tiraillement. L'art-thérapeute laisse place à ce tiraillement. Il laisse place à l'errance du sens. D'un murmure esquissé à son dernier souffle, aux bribes racontées à l'aube de sa vie, ce sont des fragments qui s'envolent, comme autant de souvenirs morcelés qui se racontent au présent pour qui veut bien les entendre. Un souvenir serait alors un moment de passage, comme une invention qui s'écrit dans la relation transférentielle où le rapport à la jouissance peut en être modifié. Est-ce alors, question dont je n'ai pas la réponse, la rencontre avec la limite de la limite qui pousse au cri comme l'équivoque entre vie et mort? L'absence se part des oripeaux,
s'ouvre sur un dernier souffle, une pulsion ultime où vie et mort entrelacées s'embrassent dans un dernier passage, retour à l'inconnu. Ouvrir un espace alors comme une brèche où des fragments tourmentés et tourmentés s'agissent en poésie. La plume trace des mots éphémères comme une vie s'écrit dans les interstices du visible. Et si s'écrire entre les interlignes des souvenirs déchirés œuvrait à s'inventer encore un peu, comme un nouveau roman entre mémoire et oubli. L'étrangère se construit entre naissance et mort, où chaque espace de vie ouvre à remanier ses souvenirs. Là où il est possible d'écrire encore un peu son trajet, là où la fin s'approche du commencement. Des instants de vie sans filtre, où l'angoisse serait comme un sursaut inconscient, un signal encore présent du désir. Finalement, il y a une ouverture à une production de sens, comme une narration en bribes d'un instantané, parce que nous ne cherchons pas le sens. C'est laisser peut-être la page en brouillon, où des timbres de voix, des présences, des paroles savent préserver un espace à se jouer possible. Se jouer du langage, dans un monde qui n'a plus d'ordre, où passé et présent se confondent, voire s'en mêlent. Ouvrir à des associations libres qui ont la liberté justement d'hésiter et de trébucher. Du langage de l'être à l'oubli, être présent et accueillir ceux pour qui les mots se dérobent à la conscience, comme si l'inconscient, avare de son temps, n'était plus que page blanche, comme si cette autre scène se jouait du trou pour mieux border la mémoire. La mémoire déborde, se terre ou se tait, elle reprend sa place dans les vides inatteignables, le songe peut être habité d'une vie fatiguée. Être de passage alors pour celui qui passe, s'arrêter un temps, ouvrir les suspensions sans reproche, sans attente, sans interrogation. Tant de poésie invitée, où les trous de mémoire bordent les espaces visibles pour se broder dans l'invisible, et entendre au détour d'un silence, peut-être, une vie singulière. Ne sommes-nous pas finalement tous des traces vivantes d'êtres qui sont, en créant notre nom singulier? Et pourtant, de cette singularité, ne restera que le nom passager voyageur qui nous a été donné et qui franchit les siècles sans se soucier d'être oublié. Vivre de sa singularité dans sa subjectivité est finalement un droit pour tous et représente, me semble-t-il, l'éthique de l'art-thérapeute. C'est bien dans ce sens, justement, que l'art-thérapie accueille dans son intimité la singularité pour que la subjectivité s'invite, subsiste, existe à l'extérieur. Il me semble alors que l'art-thérapeute n'est pas un gardien de mémoire, mais peut-être que dans l'interstice d'une séance, il s'ouvre à la poésie des absences de mémoire, là où le souvenir peut s'imaginer pour qu'un sursaut surgisse à son insu jusqu'au souffle. L'éphémère laisse sa trace dans l'air, espace impalpable, insaisissable, où la psyché peut s'affairer jusqu'à son dernier souffle. Et pour conclure, je me propose de partager avec vous ces quelques vers d'Adonis, extraits justement de Mémoire du fou. Je n'ai pas ouvert mon cœur à l'hospitalité de la mort, peut-être parce que j'ignore toujours la vie.